Bonjour, je suis Juliette, bienvenue dans ce podcast. Dans le cadre de Bâton Studio, j'interviewe une personnalité sur sa spiritualité. Ici, nous parlons des cartes du tarot, de superstitions, de fantômes, de la vie après la mort, de destin, de croyances de manière générale. Dans cet épisode, nous rentrons dans l'intimité d'un invité, qui partage avec nous ses expériences magiques. Bonne écoute. J'ai en charge de gérer le spirituel. Mais la connexion n'est plus directe. Là, on parle d'ayahuasca. Bien. Mais je suis pas attaché à l'ayahuasca. Bon, c'est difficile, dur de me croire. Bien. C'est vrai que c'est toujours, ça a été plus par le passé. Il y a une orientation particulière au centre. Le reste, on est autour de ça. Mais au fil du temps, des entraînements, des expériences, des rencontres, j'en suis arrivé aujourd'hui à penser que me détacher un peu la carte amazonienne, chamanique, qui veut qu'en fait, ces gens d'espérance dont je viens de parler, elles sont en fait induites par la plante, puisque bon, on a ingéré, donc nos esprits rationnels déduit qu'après l'ingestion de ça, j'ai ça, parce que normalement, au quotidien, j'ai pas ça. Cela donc a été induit par ça, par une plante. Donc le chamanisme amazonien va encore un peu plus loin en disant que cette plante-là, elle a un esprit, une conscience, que c'est cet esprit de la plante qui t'enseigne. Donc ça, j'ai adhéré à cette approche-là pendant des années, une dizaine d'années, en respectant ce que mes maestros, les ayahuasca qui ont pris soin de moi, qui m'ont initié à d'autres plantes et qui ont veillé sur moi, et je suis extrêmement reconnaissant, vraiment. Je suis en vie encore, c'est grâce à eux. Malgré ça, j'avais des questions dans mon esprit occidental. J'avais des questions, et surtout une question, c'était ces espérance dont je viens de parler par exemple. Dans ces espérance-là, il n'y a pas une plante, il n'y a pas un esprit particulier qui est en train, qui se présente à toi. Ces espérance-là, elle parle de la conscience. Elle parle de différents niveaux d'énergie. Cette énergie-là, elle n'est pas plus à une plante qu'à toi-même. Alors, et dans cette expérience-là, il n'y a pas une métamorphose d'une plante sous un serpent ou sous une entité particulière, comme j'ai pu avoir d'autres expériences, ou sans connaître avant, je dirais, l'entité particulière relative à la plante que je pouvais ingérer pour, je dirais, en faire mon allié. Sans connaître donc cette manifestation particulière, les visions de l'esprit de la plante, je peux l'avoir. Et ensuite, pour être confirmé par la personne qui prenait soin de moi et qui avait aussi fait ce genre d'expérience. Chose assez étrange, qui est disant, mais comment est-ce possible? Je ne connais rien de votre mythologie et pourtant, boum, je me branche et je vois l'esprit de la plante, sous telle forme d'entité, et qui m'enseigne. Je pense bien aussi, ça existe. Mais, je dirais, elles sont en intensité bien inférieure à les gens d'espérance dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'un point de vue transformateur, de vie, de trajet de vie. Donc, la question était la suivante. Comment est-ce possible, quand les expériences les plus marquantes dans mon processus d'initiation, de transformation et de vie, il n'y a pas de plante, il n'y a pas d'entité de la plante. Et s'il est vrai que cette plante avait été induite par des plantes, mais comme dans le premier exemple, et ce n'était pas le seul, par la suite j'ai eu d'autres opportunités, ce n'est pas en prenant un demi-litre d'ayahuasca, je déconseille de prendre 2 litres d'ayahuasca, vraiment une bonne aya, on prend 20, 30, 50 mm au plus, autrement ça peut faire des dégâts. Comment est-ce possible que là, avec une cuillère à café, ou à thé, j'ai une expérience de 6 heures totalement transpersonnelle.
si c'est lié à la quantité, ben, j'aurais dû avoir simplement une seconde, vu la quantité que j'avais ingérée. Et ben non. Donc, tout cela ne cadrait pas. Il ne cadre toujours pas. Si on aborde et si on perçoit ce genre, si on comprend ce genre d'expérience, comme c'est l'esprit d'une plante qui m'enseigne. Non. C'est comme le langage espagnol. On y trouve que ce qu'on y amène. C'est déjà en toi. Et ce corps-là, c'est en fait la somme de l'évolution d'une plante, d'un minéral, d'un animal et d'autres. Et toute cette fréquence de vie qu'il peut avoir sur une plante ou dans un animal, elle est là, engrammée. Quand tu prends ça, ou des substances animales aussi qui sont hallucinogènes, bien, tu réactives en toi, si on peut parler d'un moi-je, bien, quelque chose qu'on appelle conscience. Et ça y va. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que ça, c'est très important dans le positionnement de ton esprit par rapport à l'induction de ton expérience. Si on est à même vraiment de comprendre, d'être profondément convaincu que c'est toi avec toi, et quand je dis toi, il ne faut pas simplement s'arrêter à l'identification d'un corps, d'une famille, d'un nom, mais d'une conscience, bien, qui traverse le temps et l'espace, et qui aujourd'hui, bon, simplement s'est matérialisé en Juliette ou en Dionisio, mais qui avant ça était autre chose. Tu as même de pouvoir te identifier de la saisie, d'une identification à un corps, ou un nom, ou à qui je suis, ou à tes pensées, ben, tu vas t'ouvrir à ces champs-là. C'est inné en toi. Tu vas t'ouvrir au bidou de cette poitrine-là qui est immortelle, qui contient tout. Et donc, il va te manifester la nature profonde de l'esprit, au-delà des identifications. Et quand tu as ça, tu dis bienvenue à la maison. Mais cette maison-là, c'est pas celle que tu crois. Cette maison-là est au-delà de tout dogme religieux, que ce soit Bouddha, Christ et Jéhovah tout le bordel. C'est quelque chose d'inimaginable. C'est le truc dont tu parlais tout à l'heure. Bien sûr. Pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'aujourd'hui, après, je dirais, mon propre processus, j'ai une autre perception de champ d'expérience. C'est pour ça que j'arrête pas de dire, je suis en train encore de digérer l'expérience. À chaque fois, de mes stades d'évolution, de compréhension, j'arrive à des compréhensions différentes. Au départ, quand je change d'expérience, je dis c'est l'esprit de la plante, parce que le maestro, quand j'en ai parlé, il me dit c'est l'esprit de la plante qui est en train d'enseigner. Donc évidemment, moi je suis un ignorant, je connais rien en plantes, j'en étais préparé pour ce genre de choses. J'ai beaucoup de respect pour ces personnes-là, quand même, qui font de leur mieux, et ils sont authentiques. Donc je respecte. Et donc, je prends sur moi, je dis ok, l'esprit de la plante. Mais il y a un moment, au fil où soi-même on peut se stabiliser, ben, c'est plus d'actualité. Il y a autre chose. On passe un cran dessus. Et cela nous amène, évidemment, et cela m'a amené à m'intéresser à d'autres traditions. Donc, pour être bref, pendant 15 ans, j'ai tout fait pour devenir un chaman à l'amazonienne. Et j'ai donné des milliers et milliers de doses d'ayahuasca à des gens, à travers le monde, en Amazonie et dans le monde, en faisant mon boulot du mieux qu'on m'avait enseigné, avec le fameux aller-retour. Et aussi en tapant dans le dos, en essayant de calmer les personnes, et surtout lorsqu'elles rentraient dans un état d'expérience soi-disant négative, de mort et d'angoisse, parce que c'est vrai, il faut faire attention à ça, j'essaie tout de suite de calmer le jeu. Parce qu'attention là, ça allait dériver et on ne sait pas trop. Cette attitude-là, précautionneuse, aujourd'hui j'en suis venu plutôt à une attitude plus proactive, plutôt j'induis ce genre d'expérience. Parce qu'il est vrai, c'est par là. Il faut mourir à toutes nos projections, à toute
nos idées préconçues de ce que c'est. Et la seule authentique, c'est la mort. Et c'est ça notre nature profonde. Notre nature, elle est impermanente. Si nous sommes identifiés à ce corps-là, eh ben, on est, comment dire, attrapé dans le piège de la temporalité, alors qu'on sait parfaitement, mais on ne veut pas se l'avouer, que ce corps-là ne perdurera pas. Et au moment où il va faire la transition, ça sera trop tard. On se sera nous-mêmes fléchés, tués. Parce qu'on a fait une saisie cristallisée et nous sommes que ce corps-là. Eh ben non, on a manqué le coche. Mais de toute façon, quand la mort t'attrape, j'imagine que tu sois persuadé que ce corps t'appartient ou pas, de toute façon, je veux dire, tu redeviens dans cette énergie et tu redeviens cet état de conscience, enfin ce truc dont on parle. De toute façon, où tu trouves que quand même, il y aurait, c'est ce que tu dis, il y aurait plutôt intérêt à justement s'y préparer. Oh oui. Oh oui. Mourir, c'est pas une simple histoire. C'est pas simplement un claquement des doigts. Je respire plus, arrêt cardiaque, le cerveau n'envoie plus de signal. Mort clinique. Ça s'arrête là. Non, ça ne s'arrête pas là. Ça ne fait que commencer là. Ça ne fait que commencer là. Alors, je ne peux pas prouver ça scientifiquement. Mais ce que je peux dire, c'est faites d'expérience. Allez-y, graduellement, dans ce genre d'expérience. Et vous verrez que ça va durer des heures. Jusqu'à que, là, j'aborderai, je dirais, pour expliquer ce genre de processus, le système hermétique alchimique des transmutations des éléments me semble beaucoup plus concis et pertinent pour expliquer ce genre de processus. Où, je dirais, dans le système alchimique, on a les 5 éléments. La terre, l'eau, le feu, l'air, l'espace. Et nous sommes faits de ces 5 éléments. Ce que dans le bouddhisme, on a appelé les agrégats. Ok? Mais pareil. Ces fameux 5 éléments, on va les retrouver dans différentes traditions. C'est aussi pareil. Parce que je me suis intéressé à ça, en fait. L'ayahuasca, c'est l'expérience chamanique qui m'a amené à m'intéresser au christianisme ésotérique, au vaudou, au sophisme. C'est quoi le sophisme? Sophisme, c'est une partie ésotérique de l'islam et le bouddhisme, que j'apprécie énormément, par son, son côté précis, scientifique des domaines spirituels. On n'est pas dans l'élaboration gélatineuse, nuageuse. Non, non. C'est très détaillé. Bindou, Tiglé, comment ça se dégote tout ça, comment ça se met en marche, quels sont les effets que ça donne. Évidemment, si là-dessus vous mettez une Pishnetaya, ça va envoyer dans les brancards. Est-ce qu'on peut revenir à la mort? Oui. Donc, allez-y, ça se prépare. Est-ce qu'on peut revenir sur ce voyage qui nous attend? Si tu as fait des expériences que tu pourrais partager, ou en tout cas des idées qui pourraient nous éclairer. Moi, si tu veux, je ne suis qu'un gars. Je prétends pas... je peux parler de mon expérience. Je peux, je dirais, la relier à mes propres recherches et lectures. Dans différents domaines de tradition, et même dans des systèmes auxquels j'étais initié. Où je vois des parallèles. Et en fait, pour dire vrai, je dirais pendant ces premières 15 ans où j'étais perdu en Amazonie, je suis toujours perdu là-bas d'ailleurs, mais pendant lesquels je n'ai pas vraiment, je dirais, cherché à lier des contacts hors de l'Amazonie, sinon m'intéresser à mes propres expériences. Pendant ces 15 ans, j'ai expérimenté des choses dont je n'avais même pas idée. Et ce n'est qu'après, lorsque j'étais mis en rapport avec d'autres systèmes, d'autres traditions, où je commençais à comprendre, à pouvoir formuler et à pouvoir intégrer ce que j'avais expérimenté de façon, je dirais, wild, sauvage. Tu vois? Parce que bon, je suis plutôt un gars, un loup solitaire. Et bon,
je voulais le faire à ma façon. Que je ne conseille pas nécessairement, c'est pas normalement très sage. Bien. Mais bon, chacun suit son étoile. Non. Donc, c'est au regard donc de ces expériences primales, bien, primitives, tout à fait, enfin, sans dimension particulière, et ensuite mise en regard avec des systèmes beaucoup plus élaborés, bien, où j'ai pu voir les parallèles. Lorsque quelqu'un m'initie aux Dzogchen, des Bonpo, il m'explique les systèmes du Bindu, des Tiglé, comment ça fonctionne, quels sont les états que ça donne, je dis à la personne, enfin au lama, et je vous crois pleinement, je connais ça, j'ai vécu ça, et ce que vous dites me semble très pertinent. C'est pas parce que je suis simplement, j'ai une vocation vis-à-vis de vous, un respect, que je vous dis ça, c'est je suis convaincu de l'intérieur. Okay, il n'y a pas besoin, j'adhère. Même je suis fasciné que, en fait, j'ai rien découvert du tout. Et même je suis extrêmement reconnaissant d'avoir trouvé ces personnes qui ont mis de l'homme au moulin, enfin, qui m'ont permis de me dire, je suis pas fou. Tu vois, c'est parce que les moments où je me suis dit ça. J'ai dit, attends, je sais pas où j'en suis là. Je me perds. Donc pour revenir en fait, que il y a une cohérence, mais cette cohérence, elle n'est pas aussi évidente que ça. C'est pas simplement se dire, allez, j'y vais, je me plonge, que ça va venir de soi. Il faut bien sûr, il faut être proactif. Il ne faut pas rester, il faut bouger son cul, comme je dis. Bougez votre cul parce que ça ne va pas se faire tout seul. C'est pas simplement en lotus, là. Non, ça va pas se faire, c'est pas comme ça. Donc, alors, pour bouger son cul, je l'ai dit par rapport à la mort, il faut bouger son cul. Vraiment. Vraiment. Pourquoi? J'ai une formule, un peu, je dirais, c'est comme une boutade, non? Il faut bouger son cul pour pas mourir con. C'est aussi simple que ça. Il faut bouger son cul pour pas mourir con. Et pourquoi ne pas mourir con après tout? Parce que si vous mourrez con, vous naîtrez con. Et vous mourrez encore con, et vous naîtrez con, et ça n'en finira jamais. Et vous êtes dans le samsara, dans la roue du hamster. Et cette souffrance-là, pour autant de richesse que vous aurez, il y aura toujours cette souffrance-là. C'est-à-dire un attachement à une chose que vous n'êtes pas. Et au moment de la mort, vous avez une opportunité royale de comprendre la nature de l'esprit, et vous aurez telle coche. Parce que vous n'aurez pas bougé de votre cul. Vous serez simplement conformé à une situation confortable. Ok? Pour nourrir uniquement vos projections. Et ne pas se bouger le cul. Évidemment, se bouger le cul, ça suppose que tout à coup, voilà, j'ai une intuition. Ça m'a pris comme ça. Je quitte la France, j'ai un boulot, j'ai une femme, j'ai mon avenir assuré, et je risque tout pour le tout. Et je me mets au Pérou, dans des endroits que je ne connais pas, dans des contextes que je ne connais pas, on me vole tout, et je suis à la rue. Et je dis, merde. Là, ça va mal, là. Oui, ça va mal. Mais tout à coup, poum, comme ça tourne. Et ça repart de nouveau vers le haut. Et ça retombe encore. Et ça repart vers le haut. Et c'est ça, bouger son cul. Bien. Donc, attention, je veux pas dire qu'il faut quitter son boulot. Non. Écouter ton intuition, tu disais. Oui, écouter son intuition, mais pas simplement ses fantasmes. Moi, dans mon cas, mais ce n'est que mon cas, et ce n'est qu'anecdotique, et c'est pas pour parler de mon histoire, je m'en fous, vraiment. Bien. Mais je peux parler de quelque chose que j'ai vécu, simplement. Donc, quand j'ai été touché par ce genre de truc, ce genre d'expérience, qui m'a bouleversé en soi, c'est dont je manifestais tout à l'heure. Quand je suis rentré en France, je pensais que les choses vont être résolues. Non.
je me suis mis à chercher. Je ne pouvais pas mettre ça dans un tiroir exotique amazonien. C'est un truc qui me tenait au corps, jour et nuit. J'arrêtais pas de rêver de ça. Et des rêves éveillés que j'avais jamais eu auparavant. C'est-à-dire ce truc-là avait activé quelque chose en moi et que je ne savais pas ce que c'était. Et j'étais extrêmement déstabilisé. Mes amis, ma femme, tout le monde me disait, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, je ne sais pas. C'est comme je suis possédé par quelque chose. Et donc, j'ai essayé de trouver des explications à tout ça. Mais à l'époque, personne ne savait de l'AIA. Quand j'avais parlé avec des psychologues ou des thérapeutes, ils m'ont dit, et je leur expliquais un peu le truc, mais fais jamais ça, mon gars. Tu ne sais pas où tu mets les pieds. Et peut-être, alors, ils avaient raison. Bien. Toujours est-il que j'ai essayé de mettre ça de côté, de rentrer dans le rang, mais c'est pas pour moi. Enfin, j'ai vraiment essayé, hein. Et ben, en 6 mois, j'ai tout perdu. Tout perdu. Et toujours, pourquoi je parle de ça? C'est parce que c'est pas une histoire de suivre ces fantasmes. C'est souvent, je dirais, maintenir la tête froide, et si c'est vraiment le truc, la vie te poussera. Alors, n'attends pas que tu aies un coup de pied au cul, hein, parce que ça fera très mal. Et généralement, ça risque d'aller dans le mauvais sens. Cancer, tout le bordel, hein. C'est... ces gens de tout n'arrivent pas comme ça par hasard. Alors, je ne veux pas dire que ça va induire des trucs comme ça, attention, hein. Mais il y a, comment dire, il y a un cause-effet. Et les causes, souvent, elles sont plus ou moins, je dirais, mystérieuses, secrètes, qu'on ne veut pas voir, mais qu'on connaît en fait. Et quand on fait un examen de conscience, honnête, authentique, j'ai aussi une responsabilité dans ça. Donc, suivre son intuition, c'est quelque chose, je dirais, qui s'apprend aussi. Et il n'y a pas une formule toute faite. Et on commet aussi des erreurs. Alors je dirais, il faut toujours avoir une certaine flexibilité d'esprit. Et aussi avoir une capacité d'adaptation. Et tout cela, je dirais, s'il y a de la bonne volonté, une attitude orientée vers le cœur, à l'écoute de ton cœur. Mais attention, encore une fois, il ne faut pas se méprendre sur la notion de cœur. C'est pas un coup de tête, c'est pas un coup de cœur. Non. Généralement, dans mon cas, c'est pas le cœur, ça faisait aux tripes. Quand je rentrais dans les tripes, là, il faut faire attention. Même si ma tête disait non, et ma tête disait oui, ben j'ai opté pour le oui. 30 ans après, je suis toujours en vie. Et j'ai aucun regret. Ok? Mais c'est pas simple. Moi, je parle de ça comme ça parce que moi, dans mon processus, c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'ai peut-être à ouvrir un peu plus mon cœur. Ça, c'est mon problème. Yeah. Je suis trop dans le... yeah. Et j'ai des personnes qui ont déjà, je dirais, qui sont plus évoluées et qui ont, je dirais, sont à ce niveau-là. Bon, ça se passera au cœur. Yeah. D'autres, ils auront le tout de l'esprit. Ça sera la prise de conscience, le discernement, le bien de l'intelligence. À un mot, tout de suite, bah, le mec, il a compris. Ça arrive, hein. J'ai rencontré. Il n'y a pas de formule toute faite. Il n'y a pas de formule toute faite. Et ça, c'est la garantie de votre liberté. C'est pour ça que quelque part aussi, je vous dis, il faut bouger son cul. Yeah. Et bouger son cul, c'est pas simplement, je veux dire, pourvoir à une dignité de vie, yeah, à des biens qui sont légitimes. Okay, autrement, on est tracassé par le quotidien. Et il faut libérer de l'énergie pour pouvoir vraiment s'orienter. Yeah. Et du moins, je dirais pouvoir, de façon autonome, attention, les histoires, les spirituels, c'est pas des gens assistés, hein. Mais malheureusement, j'en vois des milliers qui viennent me voir. Ah ben, je suis dans la quête spirituelle, je dis oui, mais c'est 1000 $. Alors là, vous lâchez le mot spirituel, je vous dis, alors là, je raque, hein, je fais raquer, hein. Pas parce que je suis, c'est pas l'histoire d'argent. Pourtant, t'es spirituel, toi. Hein? T'es hyper spirituel. Très terre à terre.
Capricorne. Capricorne. T'es Capricorne. Oui. Chez Capricorne, mais ce que je sais dans mon thème astral, c'est que toutes les grosses planètes sont toutes serrées. Yeah. Et j'ai une histoire avec la mort. C'est une histoire qui me perçue depuis que je suis tout jeune. Et un jour, j'ai réalisé ça, justement avec Laïa. Je réalisais que tout jeune, j'étais angoissé par la mort. Et comment ça se présentait? Avant d'aller dormir, avant de sombrer dans le soleil, j'avais une angoisse existentielle que si je dormais, je fermais l'œil, ça a été pour de bon. J'allais mourir. Et je rentrais dans le sommeil avec le sentiment que j'allais mourir et ne pas me réveiller. Quand je me réveillais, j'oubliais. Mais j'oubliais. J'avais oublié que quelques instants avant de sombrer dans le sommeil, j'étais pris de l'angoisse de la mort. Et je menais ma journée tranquille, j'étais un mec guilleret, content, je jouais avec machin, toujours joyeux, machin. Et le soir, bah, pendant des années, j'ai vu ça. Quand j'ai vu ça, ça m'a libéré. Quand t'as vu quoi? Quand j'ai vu ces moments-là, cette angoisse-là que je réprimais, que je rejetais, et que c'était une libération, une mini-libération. Après, j'ai eu l'expérience de mort. Et comment? Pendant des heures, j'ai observé comment je perdais l'énergie, stade par stade dans mon corps. Et à chaque fois que je perdais un niveau d'énergie dans mon corps, je réactivais des vies antérieures. Mais très clair, très en détail. Et au fur et à mesure que je cheminais, je dirais, ma conscience vers mon cerveau, j'avais des angoisses terribles. Parce qu'à un moment donné, enfin, au départ, je me dis, oh, ben ça, c'est une histoire d'ailleurs. Je connais ça, bon. Mais au fur et à mesure, ça devenait plus intense, plus angoissant. Et mon corps était paralysé. Je ne pouvais pas bouger. Jusqu'à un moment, il y a eu une éjection de ma conscience hors de corps. Et j'ai vu mon corps de l'extérieur. Même là, ça continuait. L'angoisse de la seconde mort. Jusqu'à un moment, ça a été chanté. Et puis je suis revenu dans le corps. Le corps est allongé, il a fait un bond. Pam, pam, et de nouveau, mes sens grossiers ont commencé à s'activer. Ce processus-là a duré des heures. Des angoisses inimaginables. Ce truc-là, il m'a fallu 3 mois pour m'en remettre. Pour mettre de quoi? Que j'étais normal. Que j'allais pas mourir. Tellement l'impact est resté. Mais ça, c'est comme, comment dire, quand on guérit un traumatisme. On refoule, ça a eu l'impact, on retient, on refoule, et pour que on puisse, je dirais, se guérir, il faut que ça se défoule. Mais au moment où ça se défoule, où cette catharsis surgit, on n'a pas conscience qu'on s'imagine qu'on est en train de je dirais, qu'elle est en train de nous impacter. Et on se rend compte qu'elle est en train de la défouler, d'éliminer. Et souvent, il m'a fallu 3 mois pour me dire, mais je ne vais pas mourir. Mais je suis bien. Mais je ne suis jamais aussi bien que ça. Serein dans ma tête. Clair. Et j'ai vu combien, je dirais, mes actions dans le monde ont été beaucoup plus opératives. Parce que souvent, on rate par peur. Et les peurs, si on cherche, si on gratte, les peurs ont toutes des visages et aucun visage. Mais ils ont un seul visage, la mort. C'est l'annihilation, la disparition, la mort et l'intégration du corps. Quand on est touché là, c'est pas du blablabla. C'est pas des morts symboliques. Alors on peut, je dirais, au travers d'une psychanalyse, y aller avec des mots, mais on n'arrive jamais jusqu'au fond. Il faut avoir des trucs beaucoup plus percutants, comme l'Aya. Alors, c'est même pas soit l'Aya. Et c'est là où le chaman
soi-disant, chaman, il prend son rôle. C'est qu'en fait, dans un rituel d'aya, le chaman est supposé prendre de l'aya avec son patient. Ok. Donc, lui, en prenant l'aya, il activise, il réactualise bien, ses propres corps énergétiques et ses propres expériences qu'il a vécues. C'est inconscient. C'est parce que c'est là, c'est dans le champ. Bien. Combien de fois, à un moment, je m'intéresse à des pratiques très particulières, très ésotériques, rien à voir avec l'histoire d'Amazonie. Et puis après la cérémonie, quelqu'un me disait, puisqu'il y avait un briefing, j'ai vu ça, 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 et ça, et ça, et ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça n'avait aucun sens dans sa vie, aucun référentiel, mais il était en train de, il avait visualisé ma pratique, ce que moi j'étais en train de visualiser dans mon vol d'ayahuasca. Ça crée, ça plombe. Ça plombe. Moi, ça m'arrive généralement avec les maestros avec qui je prends, je voyage dans leur voyage. C'est dingue. C'est dingue. On est plus qu'un corps. On est plus qu'une simple dimension, je dirais, ramenée à un corps. Bien. Alors, les personnes, quand tu commences à créer ce sol, à te identifier ton corps, ça crée des angoisses de mort, l'annihilation, et là tu meurs, pour de bon. Ça arrive? Oui, ça peut arriver. C'est très rare en ayahuasca, si toutefois on maintient les dosages, et aussi toutefois si la personne est en état, c'est déconseillé pour des personnes qui sont schizophréniques par exemple, parce que un surplus de sérotonine, c'est pas bon pour la schizophrénie. Bien. Donc, dans ces cas-là, c'est pas la personne qui prend l'ayahuasca, c'est le gars qui prend le chaman qui prend l'ayahuasca, et qui au travers de sa puissance, bien, peut induire à la personne des expériences, qui d'ailleurs n'a pas besoin d'ayahuasca, parce que déjà son système, elle est à la limite de la disjonction, il suffit simplement une pichenette, bam, énergétique, et ça arrive. Bien, ça arrive. Et c'est pas des trucs que j'invente. Il y a eu combien de morts à peu près? Dans mes expériences, aucun. Fort heureusement. Mais on n'est jamais à l'abri d'eux. Parce que j'en connais des gars qui sont en Amazonie parce qu'ils étaient en, je dirais, dernier niveau de cancer. Ils n'avaient plus d'autre choix. Et les mecs, ils vont là-bas pour clamser. Et alors après, c'est des ennuis pour les gars là, qui restent. Donc, c'est pas vraiment un truc à faire. Vraiment, c'est pas sympa. T'es hors la loi là-bas, non? Non. L'ayahuasca est une plante, fait partie du patrimoine culturel péruvien. Donc, c'est un usage ouvert, c'est reconnu. Les autochtones, en tout cas, ils ne vont pas facilement prendre l'aya, parce qu'ils savent que c'est délicat. Ils savent que, généralement, ils ont recours à l'aya lorsqu'ils ont un problème de santé, qu'ils n'ont pas pu résoudre d'une autre façon. Donc, ou alors, problème énergétique de sorcellerie. Est-ce que tu crois en la télépathie? Ah ben oui, je te pose un exemple. Il y a quelques années en arrière, j'ai un mentor, j'avais des questions. Je prends mon portable, je suis en train de taper ma question, je vais envoyer et je reçois un message de lui, me répondant à ma question. Plusieurs fois c'est arrivé. C'est dingue. Mais ça, ce sont des anecdotes. L'intérêt, c'est pouvoir réaliser la nature de l'esprit. C'est-à-dire, aller dans le miroir. Et au lieu que de ce miroir jaillisse ce reflet, ne pas saisir le reflet et rester, cette énergie reste dans le miroir. Et ça te donnera cet état vraiment d'amplitude
de sérénité profonde et de béatitude. Et vous aurez touché votre nature profonde, vos vacuités. C'est un plein vide et un vide plein. Ça, vous touchez ça, vous avez votre token pour le passage. Et lorsque l'archange Azraël viendra vous donner le baiser de la mort, vous comprendrez que c'est un baiser d'amour. Ok? Amour à mort, là. Et ça, si vous n'êtes pas capable de reconnaître ça, parce que vous serez trop identifié à vos projections, à vos idées préconçues, à vos attachements, à votre corps, à votre image, à votre nom, à votre famille, vous mourrez de peur de perdre des choses que vous n'avez jamais eues en fait. Vous mourrez par ignorance. La mort à ce niveau-là n'existe pas. N'existe pas. Vraiment. Je le dis, c'est pas moi qui le dis. Enfin, je le dis, oui, mais je dirais, je ne sors pas de moi. C'est pas mon invention. Vous voyez, ma responsabilité, mon authenticité vis-à-vis de vous, c'est pas une histoire d'ailleurs, c'est une histoire de conscience. Si vous n'adhérez pas à cette carte de gravité, ce n'est pas avec moi que vous aurez à prendre de l'aya. D'ailleurs, je dis l'aya que comme un vecteur parmi tant d'autres. Mes cartes de réalité sont plus axées sur le bouddhisme. Pas parce que je suis un bouddhiste, c'est parce que je les sens les plus pertinentes, les plus en rapport avec une propre et profonde expérience d'ayahuasca. Je ne suis pas resté derrière un bureau, je peux vous le dire. J'ai jalonné l'Amazonie en haut, en large, et j'ai pas lésiné. Il faut faire simple. Comme je vous dis, il faut bouger son cul pour ne pas mourir con. Pourquoi ne pas mourir con? C'est pour ne pas naître con. C'est ce qui est important à reconnaître, c'est que ça ne s'arrête pas là. C'est pas c'est pas qu'on vient d'une part. Forcément en être humain. Bien sûr. Alors, est-ce qu'on va-t-on s'incarner en être humain de nouveau? C'est pas dit. Mais je suis plutôt d'un côté pragmatique. Et alors, mon côté pragmatique me pousse à dire quoi? Et là, je reprendrai une question un jour que quelqu'un m'a posée. Il m'a dit, mais je comprends pas. Toi qui as fait ça tant de fois, qui es conscient du risque à quoi tu t'exposes, et que même avec ton entraînement, tu n'as pas la garantie que ça va se passer dans le bon sens vers le haut, mais ça peut aller aussi vers le bas, pourquoi tu continues à faire ça? Serais-tu un drogué, c'est-à-dire un toxicomane à l'aya? J'ai dit non. Chez moi, j'ai une cuve, j'ai des cuvées, je peux rester, un jour j'ai fait l'expérience, enfin un jour, pendant une période de temps, j'ai fait l'expérience. Pendant un an, je n'ai pas touché à l'aya. Je n'ai pas ressenti un manque, quel que ce soit. J'ai travaillé avec des toxicomanes pendant 8 ans. J'ai vécu avec eux. Je les ai aidés en leur donnant des plantes. Je connais parfaitement ça, ce domaine-là, la toxicomanie. Et je ne suis ça à personne. Même pas mon pire ennemi ou adversaire. Vraiment. C'est... Waouh. C'est costaud. Donc, l'ayahuasca, même à mon niveau, où je me exagérais un peu, je ne pas observé qu'elle ait créé une addiction. Tu vois, j'ai pas un manque de. Même je suis très content, à un moment donné, à l'époque, en fait, c'est parce que j'avais des patients ou des clients qui venaient voir que je prenne l'avion. Mais je n'étais pas trop, je dirais, envie de m'y mettre. Donc, ce n'est pas ça. Cette sorte de toxicomanie. Pourquoi je continue à faire de l'aya? Apprendre de l'aya pour moi. Que j'en donne aux autres, ok, mais que j'en prenne pour moi. C'est simplement parce que j'ai pleinement conscience dans les fibres de mes cellules que je vais mourir. Je suis très conscient de ça.
C'est pour ça que tout à l'heure je t'expliquais ces histoires de jeunesse, d'adolescence, où avant de mourir, j'avais la peur. La peur, la peur, la peur, la peur. Et je sais le grand bien que ça m'a fait dans ma vie, dans ma tête, d'avoir bougé mon cul par rapport à ça. Hein? D'aller aller au turbin pour m'exposer volontairement à ça. Ben, ça m'a fait du grand bien. Mais vraiment à tous les niveaux. Santé, profession, tout le bordel. T'as quoi comme approche du tarot? Dans mes investigations, à un moment, je me suis intéressé à ça. Comme je t'ai dit l'autre jour, je cherchais, je dirais, des voies qui pouvaient donner sens à ma vie, à ce que je faisais. Et donc, je voyais dans le tarot une espèce de miroir qui reflétait, jusqu'à un certain point, mes actions à un moment donné dans ma vie. Et ça, j'avais besoin de ce repérage-là pour donner une cohérence à ce que je faisais, parce qu'il y avait tellement des éléments hétéroclites qu'il fallait un ciment pour les maintenir. Pas pour les étouffer, mais pour les maintenir là et leur donner, je dirais, un espace créatif de développement. Donc à ce niveau-là, c'est vrai, ça m'a aidé. Alors je ne suis pas un spécialiste. Voilà. T'avais un tarot et tu te l'es tiré? Ou tu t'es fait tirer les cartes? Non, je me fais tirer les cartes plusieurs fois, mais j'avais surtout, je lisais, j'avais des bouquins, donc ce qui m'intéressait, c'était les cycles, et les phases, et à chaque cycle, une transformation. Donc cela suivait à un moment donné le cours de ma vie, à mon niveau. Tu peux prendre le paquet dans les mains, mélanger. Tu tires une carte? Pose le paquet sur la table, coupe-le en deux avec ta main gauche. Tu tires le 6 de bâton, le conquérant, le besoin d'aller conquérir des nouveaux territoires. C'est le conquérant, toi, c'est le 6 de bâton, c'est l'influenceur, c'est l'énergie de l'influenceuse, mais pas que, c'est-à-dire de vaincre. Il y a un côté un peu inspirer les autres à vaincre. C'est une énergie de winner, c'est une énergie de convaincre les autres à gagner. C'est vraiment une énergie positive et c'est une énergie d'agrandir son territoire, de conquête. Il y a une notion d'étranger, c'est des bâtons, c'est l'élan vital. Donc plus tu as de la vitalité, plus tes conquêtes sont grandes et le territoire est énorme. Mais il y a aussi le fait que quand tu tires cette carte-là, et ça représente vachement ton énergie, mais de convaincre et d'aller libérer les gens. Il y a un côté un peu libérateur. C'est juste, ça m'intéressait de voir ce qui sortait et c'est le 6 de bâton qui sort. Qu'est-ce que c'est l'amour pour toi? L'amour, c'est une sacrée drogue. Une sacrée drogue. C'est une drogue sacrée. C'est, je dirais, la drogue par excellence. Mais comme toute drogue, mais je ne parle pas, je dirais, des drogues cocaïne, ou ces trucs-là. Bon, j'ai essayé ce genre de choses. C'est, je dirais, un peu du bas étage. Du bas étage. Donc, mais tu as d'autres, je dirais, substances qui peuvent, je dirais, t'ouvrir à d'autres niveaux de conscience. Et l'amour, à ce niveau-là, puisque, je dirais, c'est la drogue par excellence. Elle peut aller, je dirais, vers le haut, dans le sens positif du terme. C'est-à-dire, te transmuter, si tu es capable de la comprendre, et de ne pas, je dirais, en effet, en faire un vecteur de possession. Généralement, l'amour que l'on voit autour de nous, c'est une drogue de possession. Je tombe amoureux, où j'ai de l'amour vers quelqu'un, en fait, je veux le posséder, le garder pour moi. Et de là, se développe la jalousie, tout le bordel, machin, tu m'appartiens. C'est des trucs, ça c'est des mauvais aspects qui tiennent à la mauvaise compréhension de cette drogue-là, de cette énergie-là. Lorsque cela est
peut être transmuté, c'est-à-dire on peut transmuter cette notion de possession, yeah, et aller vers un côté de liberté, yeah, ne pas s'attarder, ne pas faire la saisie sur la possession, ou du moins, si cela se manifeste, aller regarder là-dedans, franchement, en authenticité, yeah, et ça permet, c'est une opportunité de voir son ombre, yeah, et voir ce côté possesseur. Yeah. Et si on a un côté possesseur, c'est parce qu'il y a un manque en nous de quelque chose. Yeah. Et ce manque-là, on ne peut pas, je dirais, l'assagir en le prenant chez quelqu'un d'autre. C'est à ce niveau-là, on se réfère à l'ouroboros, c'est-à-dire le serpent qui mange sa queue. C'est-à-dire que c'est toi-même qui dois te transmuter et trouver en toi cette énergie, de transmutation. Alors là, cet amour-là devient, je dirais, donneur et devient un champ où l'autre aussi peut se réaliser, et l'autre, en se réalisant, te réalise. Parce que tu as touché à ta nature authentique. Et alors là, c'est bon. Et la mort, c'est ça, quelque part. Okay. Là, tu as réussi à transmuter ça. Et tu retrouveras dans toute tradition le fondement, hein, de toute, je dirais, avancée dans le spirituel, c'est la compassion. C'est-à-dire, la compassion, c'est pas l'histoire de tu vas faire le 1, ok, on entend à ce niveau-là. C'est comprendre, je dirais, notre nature, et pouvoir se détacher donc de ces parties sombres de nous, les transmuter. C'est pas les refouler, c'est les transmuter, et cela va te donner, en même temps, tu te conquiers toi-même, et tu arrives à avoir un potentiel de pouvoir, je dirais, recevoir, enfin, te réaliser ton potentiel. Et cela est gratuit. C'est une source sans fin. Sans fin. C'est cette vacuité-là. Alors, pris de cette façon-là, compris de cette façon-là, et actualisé de cette façon-là, et c'est pas une mince affaire, hein, parce que là, on doit mourir à plein de choses. Mais encore une fois, à ce niveau-là, j'en reviens au soufisme. Les soufis, c'est des grands trickers, c'est-à-dire des grands blagueurs. Et ils te présentent, je dirais, des challenges. Ils te proposent, eh bien écoute, tu as le choix entre vivre en mourant ou mourir en vivant. C'est très similaire, mais une légère subtilité qui change tout. Si tu optes pour mourir en vivant, tu as le ticket pour aller au travers de cette transition-là et comprendre et pouvoir toucher ta nature profonde. Et là, la mort, tu ne la vois plus comme un anéantissement, mais au contraire, comme une renaissance. Et lorsque ces personnes-là me demandaient « Pourquoi tu continues à faire ce genre d'expérience, t'exposant toujours à des états un peu, je dirais, borderline ?» non seulement parce que j'avais conscience que ce corps il est mortel, et qu'il ne faut pas que j'attende quand je serai tout rabougri pour me mettre en marche. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Si la vie a un sens, c'est justement, c'est parce qu'elle te donne la capacité de travailler ces aspects-là quand tu es en bonne forme. Et quand je dis bonne forme, je me réfère physique et psychique. Et c'est pas à l'âge de 80 ans ou 90 ans qu'il est temps de s'intéresser à ça. C'est perdu d'avance. C'est ça qui m'inquiète dans ton discours, c'est le côté perdu. La majorité des gens n'ont pas travaillé, enfin, on compte ceux qui n'ont pas compris, qui n'ont pas, comme tu disais, dans le moindre de nos cellules, la conscience de cette mort. Qu'est-ce qui leur arrive? Va renaître bête, donc sans conscience. Mais alors, quelle est la clé? Enfin, c'est-à-dire que si tu as conscience, justement, dans toutes tes cellules que tu es mortel, où est-ce que tu vas? Tu nais intelligent. Et ça veut dire quoi, naître intelligent? Ok. Quand tu dis naître intelligent, quand on se réfère à ce genre d'intelligence, c'est pas intelligent, c'est pas ce que tu es capable de faire X au Polytechnique,
Je ne parle pas seulement d'intelligence. Quand je parle d'intelligence, je parle du bien de l'intelligence, c'est-à-dire une compréhension que chaque être humain a ce potentiel de réaliser la nature de l'esprit. Et pour réaliser la nature de l'esprit, on n'a pas besoin de faire des études. Ok? Ça, pour moi, c'est très clair. Maintenant, et alors tu peux faire des études, hein, c'est pas, je dirais, contradictoire au loin de là. Yeah. Mais, ce que je me réfère à la chose suivante, c'est que l'expérience de la mort, c'est pas un truc symbolique, c'est pas du blablabla, c'est pas simplement, bon, je m'allonge et je laisse faire. Oui, tu t'allonges et tu laisses faire, tu n'as pas d'autre alternative que laisser faire. Et qu'est-ce qui se fait? C'est la résorption des éléments de la terre en eau, de l'eau en feu, de feu en air, et de air en espace. Et ça, c'est pas de tout repos. C'est-à-dire que lorsqu'il y a ces transmutations, il y a une hyper accélération de la conscience. Et il y a un bon nombre de bouquins enfin, importants qui te parlent de ça. Que Tu les peux gens, nous en conseiller un? le Bardo Todol, le livre des morts tibétains. Ok? Ça vous donne une idée de ce qui se passe là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là de la mort? Et qu'est-ce qu'il y a après la mort? Les fameux bardos. C'est-à-dire, si déjà, dans ce monde-ci, à ce niveau-là, on est dans des névroses hallucinogènes, constantes, il faut observer les gens. On se tape sur la gueule, d'une façon ou d'une autre, soit avec des bombes, soit législatives, tout le bordel. Et l'arme est à gauche, là, attention, hein. Et on est prêt à dégainer tout de suite, hein. Faut pas se leurrer. Donc, toutes ces névroses hallucinogènes, il faut voir l'état du monde dans lequel il est. Moi, j'ai pas de télé, surtout pas. Mais quand je vois un peu la télé, et je vois ce qui se passe dedans, et puis les gens, ils regardent ça aux informations, les mecs se flinguer, et en train de manger, se croyant qu'on est à l'aise, ça, c'est inadmissible. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas en parler, mais je ne sais pas. Moi, ça me touche profondément. Je ressens un profond dépit par rapport à l'être humain. Je ne veux pas non plus charger tout sur mes épaules, hein, mais je manifeste ce que je ressens. Je fais mon possible pour, autour de moi, essayer de ne pas créer trop d'emmerdes. Tu t'entends bien avec ta famille? Oui. Je m'entends bien avec ma famille. Je les apprécie. Je suis genre. S'il y a besoin d'un coup d'aide, selon mes possibilités, je le ferai. Je le fais. Il y a seulement. Ils ne peuvent pas comprendre ce dont je vis. Il y a dans ma famille, qui est assez importante, il n'y a qu'une ou deux personnes qui savent ce que je fais. Le reste ne sait pas. Je simplement, je suis en Amazonie, je fais du tourisme, j'ai un lodge, j'ai des trucs comme ça. Je ne parle pas de mes expériences. J'ai essayé d'expliquer des choses, pas aussi, je veux dire, directes que je fais là. Non, c'est trop déstabilisant. Tu parlais du fait que quand tu es arrivé en Amazonie, tu étais vachement solitaire, tu disais que tu étais solitaire et que tu faisais tes expériences. L'expérience, elle est individuelle? Alors, quand je dis que je suis un loup solitaire, ça ne veut pas dire pour autant que je n'ai pas une conscience du collectif. Loin de là. Je me sens tout à fait intégré à la société. Je suis, les gens me connaissent. J'ai des amis. Quand je dis je suis un loup solitaire, c'est que je me suis exposé tout seul dans des recherches qui m'intéressaient. Et je ne voulais nullement, je dirais, impliquer d'autres personnes.
dans le genre des recherches, ça me concernait. Yeah, c'est tout. C'est en ce sens que je suis un loup solitaire. Et quand je fais une investigation de recherche particulière, ben, c'est vrai, j'y vais. J'attends pas que sais-je, ceci, cela, non, non. J'ai l'intuition, j'y vais. Yeah. Et j'attends pas des trucs favorables ou pas favorables. Je vais droit au but. Est-ce que tu peux nous partager un moment magique que tu as vécu? Je cherche. Pour moi, magique, c'est quand je suis dans l'instant et je me sens... Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est très ordinaire. Même là, je suis en train de discuter, machin, truc. Il y a des moments où tout à coup, je dis c'est magique parce que je ne veux pas être ailleurs qu'ici. Et je peux être dans des emmerdes, pas possible, parce que je suis comme tout un chacun, hein, j'ai aussi des emmerdes. Même dans ces emmerdes-là, je peux ressentir cette magie-là. C'est-à-dire que j'ai des problèmes, mais grave. Où il faut rouler sur son cul, hein, parce que... Hein, et bien, simultanément, je me dis, c'est bien. C'est-à-dire qu'il y a une sérénité profonde en moi, qui me dit, il n'y a pas à jouer la victime, le bourreau, ni se plaindre, quoi que ce soit. Ok, voici le tel quel, c'est pas simple, ça pourra avoir des implications et des rechutes, enfin bon, mais en même temps, je suis serein, tranquille, mais vraiment tranquille. C'est que, c'est pas que le truc me flaire, m'effleure. Non, c'est que, intérieurement, j'ai dit, il n'y a pas de souci. En fait, il n'y a pas de véritable souci. Ça, c'est magique. Et ça, c'est lié donc à ces saveurs de cette non-dualité, de cet état, nature profonde de l'esprit. C'est-à-dire que c'est magique lorsqu'on laisse de se prendre la tête, de s'identifier à un corps, à un moi-je qui n'existe pas. Attention, il faut différencier le relatif de l'absolu. Je suis très... je dirais, j'ai un cerveau, je le fais fonctionner. Il y a des problèmes à résoudre, il faut construire une maison, ben, d'abord on commence par construire les bases, ensuite les murs, on ne va pas construire le toit, non, non. Ça c'est une chose. L'autre chose c'est, simultanément à ça, tout en utilisant les moyens rationnels, des sens grossiers et autres, il peut avoir simultanément une sensation, alors là c'est le top du top. C'est ce que j'appelle moi la magie. C'est que tu es dedans. C'est-à-dire que tu es à ta place. Tu ne peux pas être ailleurs. Donc il n'y a pas, je dirais, une réjection, enfin une aversion de quoi que ce soit, parce que ça ne me plaît pas. Il n'y a pas non plus, ah c'est super. Non, c'est une équanimité. Mais une équanimité dans une égalité qui n'est pas du tout de l'indifférence. C'est loin de là. On ressent profondément, mais en même temps, on n'est pas, comment dire, annihilé par ça, par l'intensité de ce ressenti-là. Ça, c'est un état de libération. Et ça, c'est magique. Ça, c'est magique. Maintenant, magique aussi à d'autres niveaux. Faire bouger des trucs, ok, allez, on le fait. On le fait? Ouais. Tu le fais? On peut le faire. On peut le faire. On peut le faire. Il y a de gros trucs. Qu'est-ce qu'on peut tout faire? Oui, on peut télécommuniquer, on peut faire bouger les objets. Mais ça, ce n'est que de l'anecdotique. Ça, c'est que Vipicha. C'est simplement des siddhis, des pouvoirs qui se manifestent dans le chemin, dans le processus de libération, de cette stabilisation, de cette présence qui est au-delà d'un moi-je. Mais ça, ce que j'ai dit avec des mots, c'est pas que des mots. Ça, c'est basé sur des expériences. Et donc au départ, quand les trucs se sont passés, ben, on se prend au jeu. Ouais, c'est super. Et on peut s'y perdre là-dedans.
Parce que ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est maintenir cette équanimité à l'intérieur, enfin à l'intérieur, il n'y a pas l'intérieur extérieur, mais c'est un état, c'est comme combien de fois le fameux déjà vu. Je suis quelque part, j'ai déjà été là, je connais ça, je sais. Et au lieu d'être blasé, parce que je sais déjà, non, je suis enthousiasmé, parce que ce qui se passe autour de moi, en fait, ne m'affecte pas. Il y a une profonde nature qui est stable, qui est non née, non mort. Ça, c'est ce qu'il faut stabiliser constamment. C'est ce que tu vas retrouver dans les grands libérés, les illuminés. Amarna, Ramana Maharshi, par exemple. C'est des personnes qui, en fait, ont cette présence d'esprit constamment. Quand ils vont aux toilettes, quand ils se brossent les dents, ou quand ils font un grand truc, enfin en particulier, où ils font bouger des objets. C'est pareil au même. C'est là, ce ne sont que des reflets. L'important, c'est dans le miroir. C'est voir le reflet et le miroir simultanément. On ne peut pas les séparer. Le gros problème de notre conscience ordinaire, c'est que simplement, on saisit que le reflet, on ne voit pas le miroir. Mais le reflet ne peut pas exister sans le miroir. Mais on ne le voit pas. Quand tu vois le miroir, ben, tu comprends que ce n'est qu'un reflet. Et du coup, tu ne t'attaches pas au reflet. Tu te laisses simplement que ça fuse. Et la mort, c'est ça. En fait, la mort, c'est le face-à-face au miroir qu'on ne reconnaît pas. La lumière qu'on ne reconnaît pas parce qu'on a projeté les reflets de cette lumière-ci n'est qu'un reflet de cette source-là. On ne peut pas la reconnaître. Si auparavant, tu n'es pas entraîné, tu n'as pas bougé ton cul à la reconnaître. C'est-à-dire, et comment la reconnaître? Et comment t'entraîner? À vaincre tes peurs. Attention, donc, les peurs, c'est l'attitude à avoir, enfin les non-peurs. Mais cette attitude de non-peur signifie ni espoir, ni crainte. Et je dis bien ni espoir, ni crainte. C'est du tel quel. Mais ça, c'est pas aussi naturel qu'on pense. Ah bah non, pas du Même tout. si c'est notre nature profonde. Ouais. Donc, c'est en ce sens-là que je dis aux personnes, il faut que vous bougez votre cul. Mais moi, ça me stresse, je sais pas comment bouger mon cul, quoi. Enfin, Mais bien sûr, mais là, il y a ce qu'on appelle le maître, ouais. ou le gourou. Mais attention, il y a à boire à manger là-dedans. La destination. Alors, pour répondre à ta question, destin. Le destin, généralement, je dirais sous sa forme latine, c'est le fatum, c'est-à-dire que c'est le destin, c'est-à-dire que il n'y a rien à faire, tout est déjà fait d'avance. Oui. Mais c'est parce que tout est fait d'avance que pour autant, tu perds l'enthousiasme. C'est assez paradoxal. J'ai des expériences où j'ai vu mon futur qui s'est réalisé. Qui s'est réalisé. C'est passé. Évidemment, quand j'ai vu ce genre de truc, je ne peux pas savoir. J'ai dit, est-ce que c'est mes projections ou pas? Et puis, c'est tellement au-delà de ce que je pouvais attendre que je ne savais même pas que c'était mon futur. Mais quand ça s'est réalisé, quand les personnes sont présentées, ou les opportunités, ou même où je vis actuellement, je n'aurais jamais imaginé. Moi, à l'âge de 5 ans, tu m'avais dit, tu sais, à 30 ans, tu iras vivre en Amazonie. Et à 60 ans, tu vivras encore en Amazonie. J'ai dit, bah attends, regarde, tu rigoles, hein. Parce que d'où je viens, tu as un village moyenâgeux sans eau et d'électricité, je n'aurais jamais imaginé. Jamais imaginé. Et pourtant, bon, ce truc-là, pouf, tombe. Alors, dans ce genre d'expérience, quand je suis face à ce déjà-vu, au lieu d'être blasé, je ressens en moi une joie profonde, paradoxalement. Alors que ma tête me dit, mais tu devrais être blasé, c'est bon, non. Eh bien, c'est en fait, comme je comprends
jusqu'à maintenant, hein, je ne suis pas non plus fixé là-dedans, c'est que plus tu es conscient de ces destinées, plus tu es libre. Alors que généralement les gens pensent le contraire. Moi, je ressens le contraire de ce que les gens pensent. C'est pour ça que je te dis, je préfère au terme destin, destinée. C'est pas simplement la réalisation de tes potentiels. C'est autre chose. C'est la réalisation de ta nature de l'esprit. C'est-à-dire que, en étant conscient de ce déjà vu, simultanément, tu expérimentes cette faculté-là. Tu expérimentes une sensation intérieure de paix intérieure. Tu sais quel est mon grand truc? C'est pas l'histoire d'Aya. Je veux dire. Non, mon grand truc, c'est que le soir, avant de m'endormir, si je passe un moment, et que je ressens en moi une sérénité profonde, une paix profonde en moi, ça me suffit. Je cherche rien d'autre. Je cherche rien d'autre, vraiment, rien d'autre. Ça me remplit. ça me donne l'envie, en fait, aussi, quand je me réveille, en forme. Allons-y, voilà. Qu'est-ce qui va se présenter là? Tu parlais du fait que tu avais accès à tes vies antérieures, que tu as eu accès à toi à 2 ans, à la fin de ta vie, enfin avec toutes ces expériences d'ayahuasca, avec tous les gens, et on n'a pas le temps parce que tu as dû en rencontrer, en avoir des conversations qui à mon avis me passionneraient. Mais si tu dois, par intuition, dire où est-ce qu'on va, enfin s'il y avait un sens à ça, à nous. Alors, le sens, ce n'est pas un jour que j'étais bien envoyé, mais je dirais, dans ce corps-là, je n'étais pas... Non, j'étais bien là. C'est très ordinaire. Mais j'avais une perception très affinée de tout ce qu'il y avait autour de moi. Et je voyais le monde comme, en fait, non pas un truc matériel, mais vibratoire. C'est tout est d'énergie. J'ai dit, tiens, c'est l'occasion de poser des questions. Qui suis-je? Où vais-je? D'où viens-je? Et donc, je me suis posé la question. Toute simple. Qui suis-je? Où vais-je? D'où viens-je? J'ai attendu. J'ai dit, bon, qu'est-ce qui va se passer dans ma conscience? Et le mental était à l'arrêt total. Pas mort du tout, très vigilant, très alerte, mais j'observais. Il n'y avait pas de pensée particulière, dialectique, qui élaborait sur tiens, je suis un tel, machin truc, ou non, ou j'attends ceci. Non, il n'y a pas de projection. Juste un état de réceptivité totale. Vraiment un calme. Le shiné, le shamatha, le premier niveau de la contemplation. Vraiment, réceptivité totale. Je suis plus, je dirais, perturbé par mes pensées, non, et se sont assagis. Juste état de réceptivité, alerte. Relaxation dans le côté vigilance. C'est relaxé en même temps. J'attends. J'attends rien en fait. C'est juste. Et tout d'un coup, j'ai une voix qui me dit ce sont des questions de maternelle. Quand je jette un regard sur ma vie, j'aurais jamais imaginé ça. Jamais. Et les choses se mettent en place. Même dans des circonstances impossibles. Je donne un exemple. Étant au Pérou depuis un certain temps, j'ai des copains qui me disent écoute, on ferait un projet, on a envie de faire un projet, utiliser des plantes pour créer un centre pour guérir les toxicomanes. Je dis ouais, c'est hyper intéressant. Je vis dans une période, c'était il y a de ça 30 ans, à l'époque au Pérou, c'était sentiers lumineux, la guérilla. Il y avait des bombes partout, et ça tirait de partout. Je suis dans une région où je suis le seul gringo, avec un autre. Et on a cette idée-là de monter un centre. Il nous faut de l'argent, on n'a pas le sou.
Et ben, un an après, il y a 2 millions de dollars qui est versé par la Communauté européenne pour créer un centre dans une région rouge. C'est-à-dire que, comment est-ce possible qu'une entité européenne donne 1 million, exposant la vie de 2 gringos, de 2 Européens, dans une région rouge qui est dominée par le MRTA et le sentier lumineux, où ça tue à tout l'arigot. Et ben si, ça s'est fait. Ça s'est fait. Des années après, lorsque les gars de l'État péruvien viennent nous voir pour nous dire mais comment est-ce possible qu'il y a 3 ans, vous avez reçu 2 millions de dollars, sont passés par nos caisses, directement sur vos comptes en banque de l'Union européenne, dans une région rouge, comme vous avez fait. Nous, on n'a rien fait. On est simplement resté là-bas, tranquille, à faire des expériences. Attraction. Ok. Des choses comme ça, il y en a plein. Maintenant, c'est pas. Attention, il ne faut pas non plus se méprendre. Tout cela demande, je dirais, que tu sois en phase avec ce que tu fais. Ok. Et que tu ne vas pas à la demi-cuillère. C'est tu t'engages. Et aussi, il ne faut pas non plus être un fou. Il faut avoir aussi une tête. Mais c'est à ce niveau-là. Sombrer dans la folie, je trouve ça simple. Je trouve ça dur, moi, de toucher tout ce monde-là. Même toi, tu dis, j'ai cru être fou. Mais bien sûr, ce n'est pas simple. Et encore une fois, il n'y a pas une formule toute faite. Simplement, je dirais avec un peu de bouteille, juste une petite dimension. À une époque, j'étais un peu, comment dire, un forcené des expériences à la sauvage. Et pourquoi je me suis intéressé, après ces expériences, à faire des plantes? Parce que je ne peux pas accepter d'avoir un maître ou un mentor qui me dise ce que j'avais à faire. Seulement, il est arrivé un moment donné où j'étais face à un mur. Vraiment face à un mur. Histoire de vie ou mort. Mais pas parce que quelqu'un allait me flinguer. Non. C'était y aller de ma santé mentale. Et là, bon, la vie m'a présenté quelqu'un. Et là, j'ai bien compris que, je dirais, le faire tout seul, comme en tant que loup solitaire ou un peu à la sauvage, n'est pas nécessairement productif et opératif. Et que il y a lieu, à certains niveaux, il y a des rencontres, il y a des connexions karmiques. Il faut comprendre ça. Mais ce n'est pas du spéculatif, c'est du concret. Et encore une fois, il n'y a pas de formule. Ça peut arriver à des personnes, à d'autres personnes, ça n'arrivera pas. C'est leur karma. C'est comme ça. Et bon, maintenant, de cela, ce que j'en tire, c'est que dans certains, je dirais, espaces, au sein niveau de conscience, il est important de se pouvoir brancher à des lignées. Et cela tient à des aspects, je dis encore, karmiques. Pour moi, c'est pas une histoire, quand quelqu'un me dit, mais alors, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Même à mes espérances de mort et autres. Ma réponse a été spontanée sur le moment. J'ai dit, tu trouveras ce que tu vas trouver après la mort, c'est ce que tu as déjà vécu avant ta naissance. Il faut comprendre ces parallèles-là, mais pas simplement d'un point de vue symbolique ou spéculatif, il faut les avoir expérimentés. Et là, on comprendra que les choses ne s'arrêtent pas comme ça, ou n'apparaissent pas comme ça. C'est qu'il y a une continuité, un continuum, il y a au-delà du temps, de l'espace, et que nos perceptions que nous avons aujourd'hui, même avec nos super avancements dans la technologie et ce qu'on connaît sur le cosmos, il n'y a encore qu'une infime partie de ce que c'est. J'ai toujours en tête une expression de Bergson disant que le cosmos, c'est une machine extraordinaire à créer des dieux.
Mais le Dieu, c'est pas une entité extérieure à nous, c'est nous. Un Bouddha, c'est pas une entité extérieure, c'est un homme qui a réalisé un état de conscience particulier de plénitude et de vacuité. Bien. Et donc, c'est ça le truc qu'il y a lieu de conquérir. Et l'exercice par rapport à la mort, c'est ça en fait. C'est pas simplement un événement particulier, c'est un état de conscience. Mais pour cela, il faut vraiment commencer à considérer la conscience comme un continuum avant ta naissance et après ta mort. Évidemment, ça sont que des mots. Tout cela, ce n'est pas histoire simplement de convaincre en parlant avec les gens. On ne peut convaincre les gens que s'ils peuvent expérimenter. Ça, c'est la clé. Bien. Et à ce niveau-là, il y a des orientations, il y a des garde-fous, il y a des mecs avant toi et avant moi qui ont fait ça. Ok? Même s'il n'y avait pas les super technologies qu'on a actuellement. Mais ces gars-là, ils avaient une sacrée technologie sur le spirituel, que bien souvent, bon nombre d'êtres modernes n'ont pas. Même s'ils prétendent qu'ils ont un pouvoir rationnel et des pouvoirs technologiques. Ça ne va pas t'avancer pas plus que ça. Aller sur Mars, ça ne va pas résoudre ton problème d'angoisse de mort. Et le maçon, on le verra au pied du mur. C'est clair. C'est clair. Bueno. Pour prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Rendez-vous sur Instagram, sur le 4 de bâton tarot. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, à en parler autour de vous et à partager l'épisode. Je vous embrasse fort. N'oubliez pas que si on y croit, nos rêves se réalisent. Bonne chance!